Qui est Monsieur Tami? Bah, je suis un jeune Camerounais Mhm. de 41 ans. Je Oui. pratique l'activité agricole Oui. de façon professionnelle depuis un peu plus de 6 ans. Un peu plus de Donc, 6 à ans. la base, je suis quand même du génie civil puisque j'ai eu un bac F4 au lycée technique de Tchang. Oui. Et par la suite, bon, j'ai eu le bac en 2005. Par la suite, je suis parti en Italie pour faire des études en ingénierie civile et environnementale. Bon, les Oui. choses ne se sont pas passées de ce côté comme je voulais. Je me suis retrouvé en France où je faisais des petits boulots ça et là. Quel était le Je plan suis en arrivé Italie? en France. Quel était le plan en Pardon? Italie? Quel était le plan Non, en bon, Italie qui n'a pas marché? je veux dire, bref, j'ai perdu, on va dire, la bourse d'études. Oui. Et perdant la bourse d'études, il fallait que je paye tout. C'est-à-dire le logement, la nutrition, bref, beaucoup de choses. Parce qu'un boursier en Italie a beaucoup d'avantages. Par exemple, une maison qui est, on va dire, gratuite, la nourriture gratuite. Donc, c'est ce qu'on avait en tant que boursier. Mais une Mhm. fois que j'ai perdu la bourse, il fallait acheter tout ce qui était gratuit. Donc, Mhm. et ne m'étant pas préparé pour cela, ça devenait un peu difficile. Bon, par la suite, j'avais trouvé quand même un boulot dans un supermarché, dans le rayon des fruits et légumes. Bon, après, le contrat aussi est fini et je suis un peu entré dans la galère. Bon, et finalement, je me suis retrouvé en France où j'avais un ami qui m'a dit que là-bas, c'est beaucoup mieux. Donc, je suis parti là-bas. Et arrivé là-bas, je faisais des petits boulots. Je suis arrivé en France précisément en 2013. Donc j'arrive en Italie en Donc, 2009. En 2013, je pars. votre formation dans le génie civil, ça ne finit pas en Italie. Vous abandonnez l'école Non, pratiquement. non, ça finit en Italie. Puisque quand je paie la bourse, je ne continue plus avec Oui. l'ingénierie civile. Oui. J'entre dans la vie active. Ah, ok. Et Donc, en Italie, le diplôme oui, non, d'ingénieur civil. le diplôme universitaire, je n'ai pas de qualification universitaire dans mon domaine. C'est Oui. vrai que je maîtrise le domaine puisque je suis parti j'ai commencé au lycée technique de Tchang en première année. Donc, j'ai fait tout le cursus au lycée technique de la première année en terminale. Oui. Maintenant, comme je disais, en 2009, j'arrive en Italie et en 2013, je suis en train de partir de l'Italie pour la France. Maintenant, Oui. de 2013 jusqu'à 2018, je quitte la France pour le Cameroun et je me lance dans les activités agro-pastorales. Donc, voilà un peu ma description. Qu'est-ce que vous fait quitter la France alors que la France est considérée comme l'Eldorado? Pourquoi vous quittez? Non, je quitte parce que j'aime l'agriculture. J'aime l'agriculture et surtout que je lisais beaucoup un économiste camerounais qui s'appelle Jean-Paul Pougala qui encourageait beaucoup Oui. la diaspora à rentrer investir dans l'agriculture. Donc c'est quelqu'un que je suivais beaucoup et qui m'a beaucoup impacté dans le retour au pays. Je peux dire qu'il m'a impacté à 95%. Donc c'est Mhm. lui, je ne l'ai jamais rencontré. Quand je dis jamais rencontré, on s'est rencontré dernièrement à Manjo. C'était juste pour que je lui demande une photo. Mais avant que je ne rentre, on ne s'était jamais rencontré. Je le lisais juste sur les réseaux sociaux. Et vu ce qu'il disait, j'ai décidé donc de rentrer. Vous êtes en France, là où on dit Hmm. qu'il y a les millions. Vous partez Oui, au Cameroun où on dit qu'il n'y a rien. oui. En dehors de Jean-Paul Pougala, est-ce que vos parents ont les fonds qui vous attendent au pays? Est-ce que vous avez fait les économies en France avant de partir au pays? Qu'est-ce qui vous donne cette force et cette assurance? Non, dis que mes parents, déjà, j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 4 ans. Je n'ai pratiquement pas connu mon père. Ma mère était ménagère
elle cultivait, bref, une femme qui se débrouille aussi. Donc ma mère nous a nourris dans l'élevage. Nous, à 4 ans, on partait au champ, on retournait le soir. Donc dire que je suis retourné, parce que je ne suis pas un héritier, hein, pas du tout. Donc quand je rentre, il n'y a rien qui m'attend. Maintenant, est-ce que en rentrant, j'avais économisé? Il faut le dire, oui. Parce que je me suis préparé un peu. C'est vrai que quelqu'un va se dire, ben, tu es arrivé en France pratiquement en 2014, parce que quand je dis 2013, mais c'est fin 2013. Donc, de 2000, on va dire 2014 réellement, jusqu'en 2018, je quitte. Donc, 4 années m'ont permis au moins de faire des petites économies dans les petits boulots que je faisais ça et là. Oui, là, il faut le dire, je ne suis pas rentré bras ballants, comme on dit. Je suis rentré tout en sachant que l'activité que je voulais mener au pays, j'avais quand même quelque chose dans les poches qui me permettait de lancer cette activité. C'est vrai que quand j'ai lancé cette activité-là, j'ai échoué. La Covid même, parce que je rentre, comme je dis, on va en venir là-bas, 2018. on va venir là-bas. On est encore en France. Quand vous quittez la France, vous êtes sans papier ou est-ce que vous avez une procédure pour avoir les papiers? Non, quand je quitte la France, j'ai déjà les papiers. Oh, Je n'ai jamais été sans papier en Europe de toute façon. Donc, que ce soit en Italie ou bien en France, j'avais les papiers. j'adore cette motivation hein, parce que à partir de là, vous nous sortez beaucoup de choses, véritablement. Moi, je me disais que vous quittez la France parce que vous n'avez pas de papiers et que vous étiez en train de faire des petits boulots parce que, bon, la vie, c'est comme ça, tout le monde doit se débrouiller en Europe. Mais vous quittez la France avec les papiers dans la poche. Peut-être Oui, parce que mais vous n'avez même pas étudié. en Italie, quand j'arrive en Italie, j'ai des papiers en tant qu'étudiant. Oui, Maintenant, quand je paie ma bourse, il y a un frère qui m'aide à transformer mes papiers étudiants en papiers travailleurs. oui. Donc, je suis en Italie comme travailleur. Quand je rentre maintenant en France, j'obtiens aussi les papiers de ce côté quelques temps après. Maintenant, quand je décide de quitter l'Italie, j'avais déjà les papiers. Donc, je n'ai jamais été, même pour un seul jour, sans papier en Europe. C'est étonnant, hein? Mais véritablement, j'aimerais trouver la force, cet esprit de motivation. Il faudrait qu'on appelle Monsieur Jean-Paul Pougala ici, là. On lui demande quel esprit il a injecté à vous pour pouvoir vous donner cette confiance. Quand vous partez en Italie, vous mettez dans votre esprit que vous allez rentrer au Cameroun après votre formation ou vous avez un esprit de rester en Europe. Non, je n'ai jamais eu à l'idée de rentrer en Europe. C'est vrai que tous ceux qui partent en Europe ont toujours l'idée. Il n'y a personne, je ne vois. Bref, la majorité de ceux que j'ai rencontrés qui vont en Europe disent toujours qu'ils vont rentrer. Mais combien rentrent? C'est ça le problème. Donc, moi déjà quand même à mon niveau, quand je partais, je savais que je vais faire mes études en ingénierie et après je vais retourner quand même au Cameroun. Cela, c'était déjà, je le savais en avance. Avant de quitter le Cameroun pour entrer en Italie, est-ce que vous avez commencé certains petits boulots dans l'agriculture? Est-ce que vous avez commencé Non. certaines petites activités? Bon, je vais pour parler des choses de façon chronologique. J'ai Oui, le bac en 2005. Je oui, vais à Yaoundé et je m'inscris dans des cours de langue italienne. Donc, je oui. fais 2005-2006. On nous fait l'examen. J'ai réussi, je pense, l'oral, j'échoue, l'écrit. Et je reviens après, je valide l'écrit. Et maintenant, à partir de 2007, on me refuse le visa parce que il y a un nouvel ambassadeur qui est venu, il a changé complètement tout. Bon, à une époque, il fallait qu'on appelle seulement l'ambassade pour avoir le rendez-vous. Bref, pour partir. Donc, ça s'est compliqué. Donc, on m'a refusé le visa la première fois, la deuxième fois. Je pense la troisième fois que j'ai eu le visa. Entre-temps, je vendais les romans à Douala et à Yaoundé. J'ai vendu les romans principalement à l'agence Bucal Voyage. Mais là, vous Et n'avez par pas la encore suite, fait.
Là, vous n'avez pas Pardon? encore fait l'agriculture. Ou sinon, l'agriculture, c'était à côté de la Non, 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 non. grand-mère, le grand-père. Non, sauf l'agriculture comme tu connais là, l'agriculture Faire de les champs, faire le subsistance. café, c'est tout. Voilà, c'était l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire qu'on va au champ aussi, on cultive le manioc sur un petit espace pour nourrir la famille. On ne vendait même pas, donc c'était juste ça. Donc, quand je fais la vente des journaux, des romans, après je vois que il y a un autre business qui donne un peu plus d'argent, les vendeurs de remèdes dans le bus. Oui. Donc j'ai vendu énormément pendant plusieurs années le remède. J'étais un docteur, hein. Donc, donc, tu as été cher voyageur. Vous allez arriver à Douala d'ici quelques temps. Vous pouvez prendre à Quand, Makatoum. quand j'étais un docteur, donc quand j'écoute ta voix là, je peux déjà détecter un début de grippe en toi, hein. Ouais. À Makatoumi, toum. Hein? Vous allez arriver à Douala très bientôt. Ça fait plaisir, hein, ce parcours-là. Ça fait plaisir, véritablement, ce parcours. Quand vous quittez la France, vos économies, c'est à peu près combien? Euh, Près de 20 millions quand même. Près de 20 millions en 2 ans. Oui, parce qu'en France, j'avais une société. Quand j'ai eu les papiers directement, j'ai créé une société de nettoyage. Ouais. Donc, j'étais un entrepreneur en France. En 2 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Tami, vous êtes une école de succès, vous savez. Ah, je ne sais pas. Non, non. Je prends l'exemple. J'ai une de. Bon, je ne vais pas dire ça parce qu'on m'a dit que quand il y a certains trucs, il y a certains mots qu'on ne doit pas dire ici, là. Ouais. Mais il y a certaines pages où, mes pages, quand on regarde ça, on va voir qu'au début, c'était le service de nettoyage que je proposais sur ces pages-là. Nous sommes en 2016, nous sommes en fin 2016, 2017. Non, nous sommes plutôt en 2010, début 2017 et 2018. Donc, j'avais créé la société de nettoyage et je prospectais dans des hôtels de luxe parce que moi, je n'ai travaillé que dans des hôtels de luxe. Quand je bossais en France, c'est vrai que, bon, quand je travaillais dans ces hôtels de luxe, j'étais valet de chambre. Ouais. Voilà, je me suis dit, ben, si je maîtrise les techniques de nettoyage, je dresse autant de lits. Quand je dressais mes lits, honnêtement, dans les hôtels où je suis passé, j'étais pratiquement le meilleur dresseur de lits. C'est-à-dire, quand je fais le lit, un client, quand lui-même il se couche, bon, il y a plusieurs autres personnalités que j'ai dressé les lits que je ne pourrais pas malheureusement citer parce que j'ai travaillé dans les plus grands palaces de France, notamment Georges V, le Fouquet. Georges V, c'est le plus gros palace parisien. Oui. Le Fouquet, c'est cet hôtel où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire. Oui. Le Royal Monceau, l'hôtel du Paris Saint-Germain. Et le dernier hôtel où j'ai travaillé, c'était le Mandarin, juste à côté du palais de l'Élysée. Je me connecte à l'énergie positive, hein. Ça me plaît beaucoup, énormément. Monsieur Tami, à un certain niveau, est-ce que vous n'avez pas fêté le fait d'avoir perdu votre bourse? Est-ce que ça ne vous a pas fait une fierté? Est-ce que vous n'êtes pas réjoui de ça après? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous réjouissez pas de cet échec-là? Bon, je n'ai jamais pensé à ça parce que je me suis toujours dit que peut-être si je n'avais pas perdu de bourse, je serais peut-être le meilleur ingénieur, je ne sais pas. Ou bien je serais parmi... Donc je ne peux pas dire que je me réjouis. Ça fait partie des étapes de la vie. Je me réjouis plutôt du fait que je n'ai pas sombré après avoir perdu cette bourse-là. Parce que je connais certaines personnes en Italie qui ont déprimé et qui sont devenus pratiquement fous après avoir perdu la bourse. Parce que vous arrivez dans un système où vous dormez gratuitement. C'est-à-dire, on vous loge gratuitement, vous mangez gratuitement et tout ce que l'université vous demande pour prolonger votre bourse, c'est de valider un certain nombre de matières. Voilà. Or, je n'avais pas validé ce nombre de matières et je sais pourquoi. Parce que bon, quand j'arrive en Italie, je découvre la PlayStation.
On jouait à la PlayStation jusqu'à 5 heures, on se réveillait là, on partait au campus. Donc, ça fait partie de ce qui m'avait vraiment fait échouer, rater la bourse. Mais quand les problèmes de fin de bourse arrivent, l'amour de la PlayStation, ça disparaît aussi. Bon, oui, ça disparaît, mais après, après c'était revenu, hein, parce que ça a disparu. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai continué à jouer parce que quand même, j'avais trouvé quand même un semblant de stabilité, il faut le dire. Ouais. J'adore, j'aime vraiment ça parce que il y a tellement de choses à apprendre de vous que les jeunes aujourd'hui qui sont en Europe, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui croient que l'Europe c'est vraiment l'Eldorado, c'est tout, mais on se retrouve que vous avez réussi en Europe. J'aimerais vous poser la question, vous créez une société qui est à succès, vous avez pratiquement 20 millions de francs en 2 ans en France, mais vous décidez de porter vos pieds et rentrer. Pourquoi pas être resté en France pour faire encore plus monter votre entreprise et vous retrouver peut-être à 100 millions avant de partir? Pourquoi la précipitation? Pourquoi vous courez? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Est-ce que l'entreprise, Non, ça ne ce qui va me pas? Est-ce que vous motive, n'êtes c'est pas sûr que de cette entreprise? non, pas que je ne suis pas sûr. Ce qui me motive, c'est que je suis dans un environnement où je sais que ce que je fais là-bas, tout le monde peut le faire. Je Oui. n'invente rien. Donc, je suis une personne lambda. Donc, je n'ai pratiquement rien à apporter à la société. Sinon, si c'est seulement pour laver les moquettes comme je l'avais, il faut on prend n'importe qui, on lui montre juste comment on fait en 2 heures, lui il le fait aussi. Je me suis dit que, en fait, je pensais que on pouvait se lancer dans un business et gagner mieux que ça. Et Oui. surtout, parlant toujours de Jean-Paul Pougala, qui nous disait qui, dans ses publications, disait que il faut regarder la liste des milliardaires dans le monde. Prenez chaque milliardaire de chaque pays et vous allez voir que ces milliardaires sont devenus milliardaires en restant dans leur pays ou bien en fabriquant des produits que leur propre population consomme. Kaji est aujourd'hui milliardaire. Il n'a pas eu besoin que sa Kaji soit bu en Irlande ou bien en Australie. Ce sont les Camerounais qui boivent la Kaji bière et qui rendent Kaji milliardaire. On parle de Fokou comme milliardaire, mais Fokou, qu'est-ce qu'il fabrique? C'est peut-être les allumettes, c'est peut-être les piles. Une minute, s'il vous plaît, tapotez ce live, c'est très important. C'est très important. On va seulement faire 1 heure, mais cet ami va encore revenir demain. Je ne m'attendais même pas qu'on devait commencer comme ça, mais je sens pas seulement la motivation, mais je sens que vous apportez une énergie positive et vous allez sauver des vies même avant de quitter d'ici. Ça, rendez-vous en compte. C'est très important. Vous pouvez continuer, M. Tami. Voilà, je disais donc, observez donc tous ces milliardaires-là, camerounais. Prenons d'abord le cadre que nous maîtrisons. Oui. Quel milliardaire camerounais est devenu milliardaire parce qu'il vend ses produits à l'étranger? Tous sont milliardaires. C'est vrai qu'ils ont eu le soutien peut-être de l'État, mais tous sont restés ici et sont devenus milliardaires. Prenez aux États-Unis et regardez les milliardaires là-bas. En France, les milliardaires là-bas, ce sont des gens qui travaillent dans leur pays. Donc, une fois que j'ai eu ce mindset, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas rentrer dans mon pays, me lancer dans l'agriculture et développer certaines connaissances, vu que je me formais, mais en autodidacte. Je n'ai jamais fait une école d'agronomie ou bien d'agriculture. Je me formais seulement en ligne, en regardant les vidéos sur YouTube, en lisant des documents, etc. Et je suis rentré. C'est vrai que ce n'était pas suffisant parce que quand je me suis lancé, 2 ans plus tard, j'ai perdu plus de 20 millions de francs CFA. Ça commence toujours par là. Hein. L'échec, l'échec est l'école du savoir. Voilà, surtout pendant la Covid. Je parlais de la Covid tout à l'heure. C'est pendant cette période-là que j'ai tout perdu mon investissement au point où je me suis dit, je vais juste retourner là où j'étais avant. Et je me suis dit, bah, si je retourne là-bas, l'expérience que j'aurais acquis serait tout simplement dans l'eau. À ce moment, vous faites dans quoi? Vous investissez dans quoi? Parce que j'aimerais savoir comment la Covid affecte un agriculteur en Afrique.
Voilà. La Covid nous affecte. Moi, j'avais des plantations de piments, de bananes plantains, Mhm. j'avais du matériel agricole, j'avais plusieurs autres choses. Mais seulement la Covid me trouve hors du Cameroun. Ah, ok. J'avais fait un voyage et on a fermé les frontières, je ne pouvais plus rentrer. Et j'étais parti pour 4 jours. Ouais, c'est-à-dire que je suis sorti du Cameroun pour 4 jours en mars. Et on ferme les frontières le 17. Le 17 mars 2020. Vous êtes dans Je quel ne pays? peux plus rentrer. À ce moment, vous êtes dans quel Je pays? vais rentrer. Pardon? À ce moment, vous êtes dans quel pays? J'étais en France parce que je suis parti prendre des semences chez un fournisseur. Mhm. Ok, vous pouvez continuer. Voilà. Ouais, Voilà. Donc, parce que je rentre je me suis dans... demandé si l'esprit de Boza au contraire, donc Boza de l'Europe vers l'Afrique n'est pas venu dans votre tête, parce qu'il y avait le business en Afrique. Donc, je suis obligé de rester jusqu'au 21 juillet 2020. Donc, ça Ouais. fait 4 mois, 1 semaine, avec des cultures maraîchères comme la pastèque que j'avais lancée, comme les melons charentais que j'avais lancés. J'avais une bananeraie, les plantations de piments et tout le matériel agricole que j'avais acheté. Je suis rentré, j'ai trouvé les plantations dans la ruine et j'ai trouvé que même les gars que j'avais laissés sur place avaient volé tout le matériel, ils ont vendu. Là, je comprends. Je comprends à quel niveau la COVID vous a vraiment touché. Vous dites que vous n'avez Ouais. pas fait de formation agricole. Beaucoup de jeunes viennent me demander ici, j'aimerais aller à l'université étudier l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui veulent aller à l'université étudier l'agriculture? Bon, on va pas leur refuser d'aller à l'université, le faire, parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement ce qu'on fait sur le terrain. Il y a également derrière toute autre chose, parce que il y a la pratique. Nous sommes des praticiens, nous sommes des gens du terrain, nous pratiquons, mais il y a aussi d'autres personnes qui, à l'université, font autre chose. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent plutôt trouver leur compte en allant à l'université parce que peut-être ils veulent faire ils veulent être des bureaucrates, bon, qu'ils le fassent. Mais ceux qui estiment qu'ils peuvent directement embrasser l'activité sur le tas, également, ils peuvent le faire. Ce qui veut dire que vous conseillez aux jeunes agriculteurs qui veulent devenir agriculteurs de bureau à aller à l'université. Mais celui qui veut Non, être pas forcément. Non, pas forcément. J'ai des collègues, je vais dire quoi, j'ai des collègues qui sont des ingénieurs, mais qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont fini l'école d'ingénierie. Maintenant, ils sont sur le terrain, soit pour leur propre compte, soit ils ouvrent des bureaux d'études pour accompagner d'autres jeunes agriculteurs qui veulent se lancer. Donc, l'université, ce n'est pas bien parce que même vous, quand vous allez vouloir vous lancer, vous aurez besoin, par exemple, d'un ingénieur qui va vous dresser un business plan ou bien compte d'exploitation prévisionnel. Oui, ça c'est vrai. Voilà. J'aimerais un peu qu'on parle un peu de votre mentor parce que vous l'avez beaucoup suivi. Est-ce que lui, il a fait l'école d'agriculture? Jean-Paul Pougala. Bon, je ne pense pas. Je me pose la question, est-ce que vous pensez que la formation qu'on fait à l'université, sans toutefois ajouter, à l'université, dans les écoles, sans toutefois ajouter notre propre connaissance, ça peut véritablement nous amener vers le grand succès? Est-ce que ça peut vraiment nous amener vers les millions, vers les milliards? Non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que on nous dit souvent que nos systèmes éducatifs actuels datent de 1900, je ne sais pas, 60 combien là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien modifié là-dessus. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Ok. Si tu regardes par exemple mes vidéos, tu vas voir que dans mes vidéos, je parle d'un principe que j'appelle la haute densité de culture. Oui. Parce que j'essaye d'expliquer à ceux qui me suivent en ligne que on ne peut pas, c'est impossible de se développer si on continue à s'aimer le maïs comme on le faisait il y a 60 ans.
à semer, à planter les avocatiers comme on le faisait il y a 60 ans. Parce que même si vous avez les meilleures terres du monde, vous avez le bon sol, vous avez la bonne irrigation, c'est-à-dire vous avez de l'eau pour irriguer, vous avez le meilleur amendement, vous avez les bons produits phytosanitaires pour entretenir vos cultures. Tant que vous n'allez pas respecter la bonne densité, vous serez au champ en train de courir. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que, voyez-vous, ici au Cameroun, par exemple, lorsqu'on lance la culture du maïs, on navigue autour de 2 tonnes à l'hectare. Oui. Mais ceux qui font 2 tonnes de maïs à l'hectare au Cameroun ne se posent jamais la question de savoir pourquoi eux, ils font 2 tonnes et les autres, eux, ils font 10 tonnes. Sur le même espace. Si nous faisons 2 tonnes de maïs à l'hectare et que peut-être au Brésil, on fait 10 tonnes, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi les Brésiliens font 10 tonnes et nous, on fait 2 tonnes. Sauf que les gens vont vous dire que c'est parce qu'ils ont la mécanisation agricole, alors que c'est faux. La mécanisation agricole, ça veut dire que l'engin, lui, met des graines à une certaine distance. Mais si toi, tu n'as pas l'engin pour mettre ces graines à cette distance-là, avec la machette, au moins, tu peux mettre ces graines à cette distance, non? Oui. Mais sauf que les gens ne le font, les gens ne sèment pas avec la machette comme l'engin le sème. En fait, avoir 10 tonnes ici de maïs, par exemple, à l'hectare en Afrique, il faudrait que l'on voit comment les engins sèment ailleurs. Pour s'aimer comme cela, ici en Afrique, avec la machette comme cela. Et maintenant, après qu'on a sémé ça avec la machette, ce n'est pas pour dire que j'encourage de s'aimer à la machette. Oui. Sauf que la majorité des agriculteurs qu'on connaît ici ne cultivent qu'avec la machette, avec les dabas. Oui. Voilà. Maintenant, si tu cultives avec la machette, rassure-toi que au moins tu respectes les densités comme ça se fait ailleurs. Tu respectes les mêmes amendements, c'est-à-dire que le même engraissement. Tu respectes la même irrigation. Si tu respectes tout cela, tu auras aussi les 10 tonnes de l'autre côté et voire même plus. Et voire même plus parce que les terres des autres, les terres là-bas sont usées alors que les nôtres sont encore vierges. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je pense que nous avons la capacité de produire sur 1 hectare ce que les autres ne parviennent pas à produire ailleurs. À condition que nous respectons la densité de culture, les amendements qu'il faut, les intrants agricoles, etc. Intéressant, hein? Monsieur Tami, Oui. je vous vois dans la formation, hein, parce qu'il faut aussi parler de vous. Vous avez centre de formation apiculture, centre de formation pisciculture, centre de formation... Non, pas pisciculture. Hein? Pisciculture, non. Agriculture, apiculture, agriculture. Ok. Et même, vous faites aussi dans la maçonnerie. Ce que vous avez aimé, votre base. Oui, je suis un maçon pur et dur. Le génie civil. Donc, vous faites la formation génie civil, formation agricole, formation apiculture. Et quoi encore? Non, je ne fais pas la formation en maçonnerie ou bien en génie civil. Ouais. Le génie civil, je l'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que quand j'ai embrassé le métier de l'agriculture, je n'ai pas voulu me disperser. Ouais. Je me suis dit, avec les difficultés que je rencontre dans le secteur agricole, venir encore me lancer dans le génie civil et faire les 2 choses à la fois, je vais finir par ne rien faire. Donc, pour l'instant, je me suis concentré dans l'activité agro-pastorale. Les choses sont en train de stabiliser. Quand les choses vont bien se stabiliser, maintenant, je pourrais ouvrir un cabinet d'études dans le génie civil ou bien où j'aurais peut-être des partenaires, des ingénieurs en génie civil avec qui on pourrait ouvrir un cabinet de consultation dans le génie civil. Mais pour l'instant, je suis focus dans l'agriculture. Mais ça, ce sont des questions pour ça, vous décidez, hein, votre investissement à l'année,
en agriculture peut être de combien? Et quelle peut être la rentabilité? Votre investissement à votre niveau, à l'heure actuelle, à l'année, peut être de combien et quelle peut être la rentabilité? Et je peux même partir au niveau du calcul de l'énergie mise à l'intérieur. Mais les investissements se chiffrent au-delà d'une vingtaine de millions. Oui. Pourquoi? Parce que à ce jour, au départ, je m'étais lancé juste dans l'activité agricole, c'est-à-dire que planter, que ce soit des bananiers, le piment, comme je l'ai dit, les arbres fruitiers. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça, puisque j'ai des hectares de vergers, que ce Oui. soit les pommiers, les agrumes, les avocatiers, les cerisiers, les fruits de la passion. Donc, je fais dans ça. Maintenant, à côté, je produis aussi des arbres fruitiers. Cette Oui. année, par exemple, je produis pratiquement plus de 80 000 plants d'arbres fruitiers sur 2 sites différents. Donc, le but, c'est d'abord de les planter dans mes domaines. C'est-à-dire, j'ai des terres que j'achète aussi. Voilà, le but, c'est de les planter là-bas et de pouvoir vendre aussi à qui veut se lancer dans l'agriculture. Parce que à côté de cela, j'accompagne aussi les personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Donc, je fais les arbres, je produis des arbres fruitiers et ensuite, je les plante aussi dans mes différents sites de production. Ça fait plaisir. Quand vous arrivez au Cameroun avec vos 20 millions, essayez un peu de me dire comment est-ce que vous séparez ça pour entrer directement pour affronter directement le business de l'agriculture. Comment vous partagez ça? Est-ce que vous aviez des terrains? Est-ce que vous louez des terrains? Est-ce que vous avez des machines? Qu'est-ce que vous faites concrètement? J'ai pris le temps, je vous regarde, je vous pose cette question parce que je suis fils d'agriculteur. Je suis fils d'agriculteur et je sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc moi, j'essaye de comprendre. Personnellement, je le dis aux gens, hein, mon père est dans l'agriculture, mais tous les jours, je fuis l'agriculture. Tous les jours, je fuis parce que je ne sais pas l'énergie qu'on met à l'intérieur. Moi, j'aimerais savoir, quand vous arrivez avec vos 20 millions, quelle est la stratégie de base pour pouvoir s'engager? Il faut le dire, il n'y avait aucune stratégie. Comme tous les autres benguistes qui veulent parfois investir dans l'agriculture au pays, c'est juste par passion. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on se dit dans la tête que la terre ne trompe pas. Alors que c'est archi faux. Je connais des gens qui perdent énormément de millions dans ce secteur, tout simplement parce que ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de bons conseils, ils ne savent même pas quelle spéculation agricole ils doivent faire pour rentabiliser leur investissement. Donc, moi, j'étais entré aussi là comme ça, et c'est chemin faisant que je découvrais que vraiment je m'étais trompé, ou que ce que je pensais que ça pouvait me rendre du jour au lendemain multimillionnaire, que ce n'est pas ça, que la réalité est tout autre. Comme je dis, parce que il y a des détails qu'on ne prend pas en compte. Je vais prendre quelque chose pour que tu comprennes cela. Il arrive parfois que les benguistes qui veulent investir, lorsqu'ils arrivent au pays, on leur dit par exemple que le SMIC au Cameroun c'est 46 000. Et lui, comme il est benguiste, il se pose directement la tête que non, 46 000, comment un ouvrier peut vivre avec 46 000? Non, je vais payer mes ouvriers à 150 000. Ça, c'est un exemple. Mais sauf que toi, tu te mets déjà le clou dans la chaussure parce que toi, tu veux payer tes ouvriers en euros alors que les produits que tu dois vendre au Cameroun seront vendus en francs CFA. En francs CFA. Voilà, seront vendus en francs CFA. Donc, il faut intégrer le fait que tu es dans un environnement où différent. On a fixé le SMIC. Ce n'est pas toi qui fixes le SMIC. Et l'État qui fixe le SMIC, c'est pourquoi il dit qu'on doit payer un ouvrier à 46 000 ou 50 000 francs. Je ne suis pas là pour débattre sur cela. Je prends acte de cela, tout en sachant que le régime de plantain, comme je dis, est vendu à 1500, à 2000. Est-ce qu'un régime de banane en France, on peut le vendre à 1000 francs? Non. On ne peut pas. D'où
Là-bas, on le vend un régime de banane peut-être à 15 euros parce qu'on sait que la chaîne de production aussi chaque personne dans la chaîne de production pourra toucher au minimum 1300 euros, 1500 euros. Mais toi, tu ne peux pas donc venir ici parce que tu es naïf, sauf si tu veux faire du social. Si tu viens et tu veux faire du social, à partir de ce moment, justement, tu peux dire, bon, je viens parce que je vois la situation des gens de mon entourage est désastreuse. Je vais quand même les encourager dans l'agriculture. Ils auront un salaire de 150 000 francs, mais tu le fais sans savoir, tout en sachant que récupérer cela sera pratiquement impossible. Parce que parfois, même quand tu payes l'ouvrier à 50 000 francs, tu as de la peine à rentabiliser. Je vois. Non, c'est un peu ça. Je veux qu'on parle un peu de votre formation, de vos formations qui sont assez importantes. Nous sommes quand même à 130 quelque chose de personnes. J'aimerais faire noter ici aux gens que tout l'interview sera disponible sur mon YouTube, je crois après-demain. À 20h. À 20h, ça sera disponible sur mon YouTube. Et on sera encore ici demain avec M. Tami Jardin autour de 21h. On va aborder d'autres sujets. Aujourd'hui, peut-être on a parlé de lui, on tourne autour de lui. On va arrêter le live lorsque ça aura déjà fait 1 heure du temps. Il faut respecter le temps. La vie, c'est la discipline. Ça, c'est l'élément numéro 1. M. Tami Jardin, vous faites les formations en Afrique. Combien de pays vous avez à visiter? Et comment est-ce que, pratiquement, vous avez été reçu dans ces pays africains? Bon, à présent, hormis le Cameroun, j'ai fait la République centrafricaine, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Donc, j'ai fait 5 pays africains en dehors du Cameroun. Oui. Et oui, l'accueil là-bas est toujours, il faut le dire, très chaleureux. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, honnêtement, l'accueil est impeccable, aussi au Burkina Faso. Donc, quand je regarde quand même l'accueil, je pense, peut-être je me trompe, les Africains de l'Ouest quand même sont beaucoup accueillants. Ça, il faut le dire. Ok. Et parce que je me dis, est-ce que tu ne penses pas que l'agriculture dépend aussi des cultures des peuples? Par exemple, si un peuple est musulman, sahélien, en fait, ils ont des cultures, des traditions bizarres, leur agriculture va tourner vers ça. Toi qui as fait le tour de l'Afrique, parce que je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que leur agriculture, est-ce que c'est la même chose avec le même système que les Camerounais font? Je vais prendre le cas, par exemple, entre l'Ouest Cameroun, on va faire peut-être l'igname en faisant des gros sillons, tu vois, ça va être différent peut-être dans le sud. Est-ce que c'est la culture qui fait ça ou sinon c'est le climat, c'est l'environnement qui fait ça? Il y a d'abord la culture qui fait ça et beaucoup plus, c'est l'environnement qui fait ça. Pourquoi l'environnement? Parce que, prenons l'exemple du Burkina Faso que j'ai visité et où il pleut 3 fois, je veux dire 3 mois sur 12 mois à l'année. Alors, vu que les Burkinabés, comme ils savent qu'ils ont la pluie que 3 mois, ils forment des buts. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'avant de planter sur un espace, ils essayent de ceinturer cet espace-là avec des mottes de terre de telle manière que s'il pleut, l'eau va stagner à cet endroit-là. Ici au Cameroun, ou bien à l'ouest du Cameroun, on ne fait pas ça parce qu'on sait que les pluies, il pleut pratiquement 9 mois sur 12. Ouais. Donc, quelqu'un qui cultive son maïs, il n'a pas besoin de faire des buts, il sème n'importe comment, il va venir récolter. Alors que dans ces pays-là, c'est pratiquement impossible. Si vous sémez comme ça, vous n'aurez pratiquement rien du tout. Donc, il y a le climat, c'est beaucoup plus un problème climatique, d'ordre climatique. Ok, c'est une très bonne chose. Quelles sont les différentes cultures que tu trouves véritablement aujourd'hui? Toi, par exemple, tu trouves que voilà les cultures qui peuvent facilement enrichir un jeune Africain?
ce sont des cultures qui n'ont pas, qui ne courent pas les rues. Oui. Ouais. Et moi, j'aime trop ce genre de challenge. C'est pour ça que quand tu regardes beaucoup ce que je fais, tu vas voir beaucoup d'innovations là-bas. Les cerisiers, Parce les que c'est en communes. réalité ça qui enrichit. C'est, on va dire quoi? C'est la singularité de quelque chose qui peut vous enrichir. Voilà. Lorsque les gens veulent se lancer en agriculture, dans les 95% de cas, quand tu leur poses la question, ils vont te dire, je veux faire la banane plantain, je veux faire l'avocatier, parce que ils ont vu les gens autour d'eux faire cela. C'est pas mal. Mais je dis, si vous voulez gagner véritablement de l'argent dans l'agriculture, il faut cibler les cultures que vous ne trouvez pas, que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et je vais prendre quelques exemples de cultures et vous allez tomber par exemple des nues. Mhm. Peut-être je vais prendre ces cultures pas véritablement en ordre de grandeur décroissant et je vais prendre comme ça au hasard. Il y a par exemple, si pour le cas du Cameroun, il y a la culture de la goyave rouge. Mhm. Si les gens qui suivent ce direct, je suis sûr que vous avez peut-être fait, si vous êtes dans des grandes villes au Cameroun, je suis sûr que vous avez fait peut-être même 2 ans. Vous n'avez même jamais vu la goyave avec vos yeux. Ça a disparu, hein? Oui, j'ai dit, vous n'avez pas encore vu la goyave de vos yeux. Les avocats se font rares aussi, mais les gens cultivent énormément les avocats parce qu'il y a une bonne partie qui va vers le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, etc. Les gens en cultivent, mais la goyave, il n'y en a pas. Si vous investissez par exemple dans la goyave, et surtout la goyave de bonne qualité, la goyave rouge, je vous assure, en un laps de temps, l'argent va vous tuer. Ça, c'est d'un. L'autre culture, c'est les pommes, les pommes dites de France. Parce que la plus grande quantité, ou pas peut-être la plus grande quantité, mais la quasi-totalité des pommes qu'on consomme ici au Cameroun vient de l'Afrique du Sud. Donc le Cameroun importe totalement les pommes qu'on consomme ici sur place. Ouais. Donc ça, ce sont des cultures qu'on ne fait pas sur place, mais qui peuvent véritablement enrichir des personnes qui veulent se lancer dans ces cultures-là. Il y a aussi le fruit de la passion. Il y a aussi le fruit de la passion. J'ai coaché une dame en Côte d'Ivoire sur cette culture. Elle a lancé 5 hectares. Aujourd'hui, elle est en train d'embrasser 15 hectares. Ce matin, j'étais avec un gars que je coach à distance. Lui, il est à Bangou et il a fait demi-hectare là-bas. Cette année, il est venu me voir pour me remercier. J'ai fait la vidéo, j'ai posté et la semaine prochaine, je vais faire une descente dans ces plantations pour montrer aux gens. Et vous ne savez pas, ils vendent le kilogramme jusqu'à 4000 francs. Le kilogramme de fruits de passion. Je ne sais pas si tu écoutes. Ils vendent le kilogramme de fruits de passion jusqu'à 4000 francs. Présentement, où on est en train de parler, il n'a que juste quelques clients qui prennent parce que s'il prend assez de clients, il ne saura pas à qui, il ne saura pas comment il va les livrer. Parce que ça, je veux dire quoi? La demande est supérieure à l'offre. Donc voilà quelques 3 cultures que je prends au hasard comme ça, pour le cas du Cameroun, qui peuvent réellement vous rendre véritablement riche. Et vous voyez, ce sont des cultures qui produisent maximum au plus, c'est-à-dire maximum au bout de 2 ans. Ça, c'est le maximum parce que les goyaviers, c'est 1 an et demi. Ça commence à donner des fruits. Les fruits de la passion, c'est 6-7 mois et les pommiers, c'est 2 ans. Normalement. Bon, demain, on va continuer. On va travailler sur la mécanisation. On va travailler sur l'utilisation des produits chimiques. On va travailler sur l'investissement. On va travailler sur les serres. On va parler de beaucoup d'autres choses comme ça. Mais avant de partir, Monsieur Tami, votre ami a dit là-bas que non à la culture d'asservissement. Que pensez-vous du cacao? C'est la dernière question de ce soir.
Bon, moi, je pense que le cacao, malgré le fait que le prix soit un peu à la hausse par rapport aux années précédentes, sont des cultures, honnêtement, moi, je ne fais pas, bref, je n'aime pas mener ce genre de combat bref, je n'aime pas mener ce genre de combat, mais je pense quand même que c'est une culture qui ne nous rapporte pas grand-chose. Oui. Vous voyez, ce sont des cultures dont les prix sont fixés depuis l'extérieur. Et on ne peut pas véritablement se développer lorsque on se lève le matin, on va vaquer à ses occupations, on va planter quelque chose, on récolte, et lorsqu'on a fini de récolter, quelqu'un vient nous imposer le prix d'achat. C'est vraiment, c'est terrible, tout simplement. Ok, merci Monsieur Tami d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a fait pratiquement 1 heure. C'est très important, il ne faut pas tirer trop. Le peu qu'on a fait, c'est déjà beaucoup. Et là, on va revenir demain, 21 heures, pour pouvoir continuer. Je crois qu'on va apporter beaucoup plus de savoir. Et merci véritablement pour votre présence. Merci de nous avoir apporté, de nous avoir donné cette opportunité. On a capté beaucoup de vous, surtout et surtout véritablement votre décision de quitter l'Europe pour rentrer en Afrique, alors que vous aviez une entreprise, alors que vous aviez tout pour pouvoir réussir en Europe, mais vous prenez quand même l'initiative de rentrer. Ça fait chaud au cœur, ça motive beaucoup et ça encourage beaucoup de personnes. À nous revoir demain, 21 heures. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci, sauf que je voulais rectifier ce que il y a un monsieur Wandaland qui dit t'as mis prunier 2 ans. Non, il s'agit plutôt du pommier et non du prunier. Monsieur Tami, vous êtes seulement avec moi. Laisse les commentaires là. Si c'est là-bas, là, tu peux lire, c'est trop vrai. On n'est pas en train de faire le live. Si c'est pour eux là, c'est des problèmes. Laisse-le voir. On va être ailleurs. On se voit ailleurs. Laisse-le voir. À demain, merci. Ouais.